De nombreux longs métrages de la Japanimation ont su conquérir le public en condensant le temps d'un film, une intrigue solide et un message qui sont restés gravés dans la mémoire collective des amateurs d'animation et de cinéma. Que ce soit Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, qui met en scène la quête initiatique d'une jeune fille dans un monde totalement inconnu, qui doit faire ses preuves pour se faire une place et ainsi faire entendre sa voix, Akira de Katsuhiro Otomo qui dépeint un Japon post-apocalyptique traumatisé par la Troisième Guerre mondiale, qui doit alors affronter ses erreurs passées afin de reconstruire une nation autosuffisante plus saine, sous peine d'une annihilation perpétuelle, ou encore Paprika de Satoshi Kon, illustrant le monde des rêves avec une ambiguïté fascinante, embrouillant sans cesse la frontière entre imaginaire individuel et collectif, jusqu'à ce que ces visions finissent par se matérialiser dans la réalité. Dans tous ces films, le spectateur est guidé par un point de départ solidement établi, les personnages, déjà enracinés dans le monde qui les entoure. Ils occupent une place évidente, indiscutable même, au cœur de l'intrigue. Cependant, dans un registre totalement différent, la complexité du médium qu'est la Japanimation nous offre parfois des ovnis qui font fi de toute structure scénaristique et convenance classique. Des films qui ne vous prendront pas par la main et qui vous laisseront avec encore plus de questions que de réponses à la fin de votre visionnage. Moi, je suis les frères C, Aga, et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un chef-d'œuvre qui a été compris par absolument personne au premier visionnage, mais qui aura réussi à conquérir les cœurs des fans de Japanimation sur la durée en devenant même l'une des références du cinéma expérimental japonais. Aujourd'hui, on parle de l'œuvre de l'ange de Mamoru Oshii. Avant de commencer à parler du film en lui-même, il me semble important de plonger profondément dans la tête de son réalisateur. Mamoru Oshii naît le 8 août 1951 dans une famille de cinéphiles, notamment son père qui l'introduit très tôt au cinéma européen avec des films de célèbres réalisateurs comme Jean-Luc Godard ou encore Andrei Tarkovsky, qui serviront plus tard d'influence dans la carrière cinématographique de Oshii. En parallèle de ses découvertes cinéphiles, Oshii voue une fascination pour l'esthétique chrétienne et tout ce qui touche à la religion du Christ, à tel point qu'il avoue déjà avoir lu la Bible plusieurs fois dans sa jeunesse, allant même à essayer de rejoindre un séminaire, chose qu'il ne fera finalement pas. Même actuellement, il avoue relire ce livre saint très souvent. Tous ces récits bibliques et cet univers religieux l'influenceront bien évidemment dans les débuts de sa carrière de réalisateur, notamment pour l'œuvre de l'ange. En 1976, il obtient facilement son diplôme. Malheureusement, le jeune Oshii n'a pas la moindre occasion de trouver un emploi pendant plusieurs mois, jusqu'au jour où dans la rue, par hasard, alors qu'il marchait, il tombe sur un panneau téléphonique avec une annonce recherchant des animateurs. Il entre alors chez Tatsunoko Productions en 1977, ce qui marque le début de sa carrière dans l'animation japonaise. Ah bah visiblement ce bon vieux Macron avait raison, suffit de traverser la rue pour trouver du boulot en fait. Il commence alors à réaliser des épisodes de plusieurs projets d'animation, qui ont eu un succès assez relatif, mais ces travaux lui permettront d'apprendre à vérifier et ajuster des storyboards, à diriger des animateurs clés, ou encore plus généralement à s'assurer de la cohérence avec le ton général de la série sur laquelle il travaille. Il est important de noter qu'il travaillera aussi sur la plupart des épisodes de l'ancien animé de Urusei Yatsura, qui est encore une référence aujourd'hui et qui propose une version colorée et pétillante de l'œuvre phare de Rumiko Takahashi. Ces quelques années de pratique lui seront alors très utiles avant de se lancer dans le grand bain de la réalisation de films d'animation, car il s'est surtout fait connaître grâce aux films originaux qu'il a réalisés entièrement très tôt dans sa carrière, juste après avoir rejoint le célèbre studio Pierrot, notamment Urusei Yatsura Only You et Beautiful Dreamer, qui sont alors les pierres angulaires de son succès naissant, à tel point que ces deux films figurent souvent dans les classements des 10 meilleurs films des années 80. On observe les prémices de la nouvelle vision artistique de Oshii dans Beautiful Dreamer, marquant une rupture significative avec la vision de Takahashi et un exemple précoce de sa vision contemporaine. En 1984, Oshii quitte le studio Pierrot et est alors appelé pour réaliser un film sur Lupin III. Si ces idées novatrices ont plu à tout le monde pour Beautiful Dreamer, l'histoire est très différente pour Lupin. Oshii est jugé trop avant-gardiste et sa vision jugée excentrique ne convainc pas les producteurs. Ces derniers vont même qualifier ces idées de non-sens total. Le film sera alors annulé étant donné que le film était principalement lié à Oshii. Mais laissez-moi vous dire que ce projet, tué à peine dans l'œuf, a permis à un chef-d'œuvre au potentiel encore plus grand de voir le jour. Et oui, je parle bien évidemment du sujet de la vidéo. On y est enfin. Je parle bien évidemment de l'œuvre de l'ange. En effet, le postulat de base de Lupin III était un voleur qui a alors tout accompli, en quête de défis toujours plus grands, et qui entreprend alors de dérober quelque chose d'impossible jusqu'alors, voler un fossile d'ange. Il est aussi à noter que le thème de la remise en question de l'existence, qui est un thème très cher aux yeux de Oshii, est aussi présent dans son film. En fait, voyez ce film un peu comme une revanche personnelle de Oshii, comme un pied de nez au monde de l'animation qui aura été un carcan limitant ses idées et ses inspirations depuis le tout début de sa carrière d'animateur. Le film est une collaboration entre Mamoru Oshii et le très célèbre Yoshitaka Amano, connu notamment pour son travail sur la franchise Final Fantasy.
Amano s'occupera notamment de la direction artistique du film, qui englobe le design des personnages, l'univers graphique du film, insufflant son style vaporeux et baroque aux idées d'Oshii, rappelant son travail sur Vampire Hunter D. Ce style très particulier qui fera alors d'ailleurs toute la singularité et le charme du film. L'idée d'Oshii pour ce film est alors claire. Il veut supprimer absolument toute structure scénaristique et simplifier le plus possible les dialogues ainsi que les événements du film. Paradoxalement, cette intention produira l'effet contraire et consacrera L'œuf de l'ange comme l'un des films les plus énigmatiques de l'animation japonaise. Bon, je pense que je vous ai fait languir assez longtemps et qu'il est temps de parler de ce qui se passe réellement dans ce fameux film. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur son illustre réalisateur et qu'on connaît le contexte qui l'entoure, on peut alors se demander, L'œuf de l'ange, ça raconte quoi exactement? Dans un univers gothique, lugubre et complètement vide, une jeune fille prend soin d'un œuf mystérieux comme si sa vie en dépendait, comme si le monde autour d'elle n'existait pas et que cet œuf représentait son propre monde à elle. Elle a alors l'habitude de balader son œuf à travers ce monde, à glacer le sang. L'attention qu'elle lui porte contraste tellement avec l'univers ambiant qu'on a l'impression qu'elle est déphasée de la réalité et qu'elle n'appartient pas à cette dernière. Le problème, c'est qu'elle n'est pas la seule à habiter ce monde, car elle fera très vite la rencontre d'un jeune garçon aux motivations mystérieuses qui va littéralement questionner et chambouler son mode de vie. Au fur et à mesure que le film passe, on comprend très vite que ce jeune garçon, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, est fortement intéressé par l'œuf que la fille possède. Il décide alors de la suivre, ce qui dérange particulièrement la jeune fille qui se sent alors oppressée. Après tout, dans ce monde où la vie et le mouvement n'a pas sa place, c'est la première fois que quelque chose interagit directement avec elle, si on nommait l'œuf qu'elle possède. Un soir, pendant qu'elle est endormie, il casse l'œuf et s'enfuit. À son réveil, la jeune fille pousse un cri torturé et court de panique jusqu'à sauter du haut de la falaise et s'y retrouve engloutie. Et c'est tout. C'est globalement ce qui se passe dans le film. Au premier visionnage, il est assez déroutant de constater qu'en 1h10, le scénario tiendrait presque sur un post-it. Mais c'est justement là toute la force du film. Malgré une intrigue d'une simplicité apparente, malgré le flou total qui entoure les motivations de la jeune fille et du garçon, leur origine, ou même la raison pour laquelle ils semblent être les seuls habitants de ce monde étrange, l'œuvre propose une expérience cinématographique inédite. Elle est parsemée de messages et de symboles qui se révèlent peu à peu, au fil des revisionnages et de l'exploration du processus créatif qui a conduit Mamoru Oshii à donner vie à l'œuf de l'ange. Premièrement, le film se veut contemplatif dès le début. En effet, on a souvent le droit à de longues séquences assez statiques, dans le sens où Mamoru Oshii a voulu mettre en avant l'univers créé par Yoshitaka Amano. Le tout sublimé par la magnifique bande-son de Yoshihiro Kano qui renforce cette aura mystique et ce sentiment de danger permanent. C'est comme si c'était le monde qui regardait le spectateur et on ne peut pas s'empêcher de se sentir en danger devant cet univers post-apocalyptique monochromatique aux couleurs ternes. Ce qui rend l'aspect graphique du film encore plus atypique. Si on nommait sa palette de couleurs très limitée, c'est parce qu'il compte que 400 coupes. Dans un montage cinématographique, une coupe est un transfert abrupt d'une séquence à une autre. L'animation classique en compte généralement 3 fois plus. Ce choix n'est pas anodin et conforte dans l'idée que Oshii voulait que l'univers sorti de la tête d'Amano respire. On puisse le fixer longuement pour percevoir les éléments du décor se mouvoir lentement. On a l'impression que l'espace ambiant écrase toute forme de vie, que tout est pétrifié et que l'être humain a carrément fui cet environnement pour laisser place à la solitude et à la désolation. Un cadre qui sert de base à l'œuf de l'ange. La scène d'intro du film nous plonge alors dans un univers totalement hors du temps, où le garçon apparaît dans une séquence à la fois grandiose et mystérieuse. Un étrange soleil mécanique surgit alors sur cette planète, ouvrant la porte à toutes les interrogations. L'un des traits singuliers du film est son extrême sobriété verbale. Il comporte très peu de dialogue, et le premier véritable échange n'intervient qu'au tiers du film, lors de la rencontre entre le garçon et la jeune fille. Cette absence de parole, de contexte, ou même d'accès aux pensées du héros, qui contemple en silence le soleil se coucher sur la mer, devient sidérante, comme si l'enfant s'apprêtait à recevoir une mission échappant à toute logique terrestre, impossible à formuler avec des mots. L'imagerie suffit alors à nous faire pressentir qu'un événement majeur se prépare, au moment où le récit se déplace vers la jeune fille, encore endormie dans un lit qui lui tient lieu de cocon protecteur, comme si le mouvement du monde et la mission quasi christique promise au garçon ne la concernaient pas encore. Ce qui est intéressant à noter, c'est que l'introduction de la jeune fille contraste complètement avec celle du garçon, tandis que l'un est exposé à une entité cosmique et au fracas assourdissant d'une espèce de machine qui semble avoir une volonté propre, la jeune fille, elle, se réveille et vit sa vie dans le silence de ce monde à glacer le sang, le tout accompagné des magnifiques notes de piano de Yoshihiro Kano, et accompagne périodiquement les pas de cet enfant en quête d'existence. Plus que de l'appréhension, l'univers de l'œuf de l'ange fascine le spectateur. Les plumes volant au gré du vent, les ombres qui se déplacent de manière hésitante sur le sol, ainsi que les arbres aux 1001 branches sortant tout droit d'une forêt hantée, renforcent en nous ce sentiment de curiosité qui nous donne envie d'en savoir plus sur cet univers cryptique. Les jeux de lumière et d'ombre sont tout bonnement époustouflants et mettent en valeur la peau blanche et immaculée de cette jeune fille, qui semble alors s'être accommodée à ce monde de prime abord hostile et déroutant. Encore une fois ici, aucune parole n'est prononcée. L'imagerie du film sert de storytelling et on n'a pas besoin de grand chose de plus pour comprendre toute l'étendue de l'affection que porte cette jeune fille à son œuf. En témoignent les bains qu'elle a l'habitude de lui donner. L'eau en tant qu'élément semble avoir un rôle central dans le film, tant il est en contact direct et indirect permanent dans le voyage de cette fille dans ces terres inconnues. On dirait presque qu'elle se lie à l'eau, symbole même de la vie,
indifférente à l'hostilité qui l'environne, comme si elle effaçait tout ce qui avait existé avant elle, tout ce qui existe avec elle et tout ce qui viendra après. Les quelques constructions humaines que l'on peut trouver dans cet univers semblent abandonnées, comme si toute trace de vie avait décidé de quitter l'endroit pour trouver un cadre plus prospère. Malgré cette absence de signes de vie, on a l'impression que c'est la ville tout entière qui dévore de ses grands yeux le corps frêle de cette jeune fille qui transporte un œuf sous sa robe, comme si elle était une anomalie, un bug dans la matrice, le cheveu sur la soupe, comme si l'affection et l'espoir qu'elle porte à cet œuf ne devaient pas exister, et que son élan de motivation pour vivre faisait tâche. Et dans cette ville, la rencontre entre la jeune fille et le fameux garçon qui semble être investi d'une mission a lieu. C'est d'ailleurs à ce moment que le premier dialogue du film est prononcé. Conserve en toi les choses qui te sont chères, sinon tu les perdras. Ces paroles, empreintes d'ambiguïté, plongent le spectateur dans l'inconfort et l'incertitude. Traduisent-elles une bienveillance sincère, ou bien une mise en garde à peine voilée, suggérant qu'il pourrait lui dérober son œuf à tout moment? À vrai dire, on le saura à la toute fin du film. Parce qu'avant tout, on sent que le film est porté sur la confiance et la foi que semble adresser la jeune fille à cet œuf mystérieux. Espoir d'un renouveau, évasion de ce monde lugubre, ou encore recherche de responsabilité, tous ces sentiments se mélangent et il est clair que la jeune fille porte autant de valeur à cet œuf qu'à sa propre vie. Plusieurs interviews de Mamoru Oshii concordent dans ce sens. En effet, dans un échange de questions qu'il accordera au Anime Ju, un magazine mensuel japonais traitant de l'animation japonaise, il dira que la fille croit fermement au contenu de l'œuf. Elle est persuadée que quelque chose en sortira, quelque chose qui n'existe pas actuellement, et qu'elle a le potentiel de changer quelque chose en elle et plus globalement sur le monde qui l'entoure. Oshii nuance aussi en disant que si on ne casse pas cet œuf pour savoir vraiment ce qu'il contient, on ne sera jamais sûr et certain de son contenu, car il se pourrait que nos croyances soient alors que chimères et désillusions. Et si, au moment de l'éclosion, l'œuf était vide? Avec si peu de dialogue, le film arrive à développer la thématique de la croyance tellement bien que le camera acting de la jeune fille suffit pour percevoir toute cette ambiguïté dans ce qu'elle croit, enfin dans ce qu'elle essaye de croire. Ça coïncide parfaitement avec le fait que Mamoru Oshii évoque que l'œuf représente les croyances et les espoirs de chacun de nous, ce qui fait écho avec la foi chrétienne naissante qui animait l'âme du encore jeune Oshii, mais qui ne trouvera finalement pas l'éclosion qu'il espérait. En témoigne son abandon progressif de la lecture assidue de la Bible. En fait, on comprend bien à travers le film que Oshii met en scène la naissance de croyances et d'espoir, avant de les briser complètement, comme si la jeune fille, et quelque part lui-même, devenait plus lucide dans ce qu'ils aspirent. On peut dire alors que c'est le passage à l'âge adulte qui opère, même s'il n'est pas forcément source de changement dans ce que l'homme peut croire. Il peut quand même avoir une grande influence. Oshii pousse si loin la réflexion sur la croyance que ses personnages en viennent à interroger leur propre existence. Ils n'étaient eux-mêmes que le produit de rêves et de songes d'autrui, comme si leur vie n'était qu'une variation possible d'un scénario aux issues multiples. Dit ainsi, cela peut paraître nébuleux. Alors laissez-moi vous expliquer. En effet, dans un monologue des plus cryptiques, le garçon se met à raconter à la fille ce qui semble être l'incident du déluge, comme on le connaît si bien dans la Bible. La religion chrétienne s'accorde à dire que Dieu a un jour tenté d'éradiquer de la surface tous les êtres humains de la planète, avec eux les bestiaux, les oiseaux, ainsi que toute autre forme de vie, car il se repent de les avoir créés. Il fit alors pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, jusqu'à ce que les eaux recouvrent toute la surface du monde. Seul Noé, sa famille et les créatures qu'ils avaient embarquées dans l'arche furent épargnés. Lorsque le déluge cessa, l'arche s'immobilisa sur une montagne, et le garçon raconte ensuite que Noé envoya un oiseau pour vérifier si le niveau de l'eau avait baissé. Il attendit encore 7 jours, puis relâcha un second oiseau. Celui-ci ne revint jamais vers lui. Où avait-il pu bien trouver refuge? Peut-être épuisé d'avoir volé sans relâche, avait-il fini englouti par les flots? Ou peut-être avait-il trouvé un arbre où se poser, signe que les eaux s'étaient retirées. Dans les deux cas, Noé ne saurait jamais vraiment quelle en fut l'issue. Alors les gens attendirent que l'oiseau revienne, encore et encore inlassablement, jusqu'à même oublier la raison de leur attente. Ainsi l'oiseau leur était complètement sorti de la tête. Il en fut de même pour le monde englouti par les eaux, tellement l'attente fut interminable. Ils oublièrent alors d'où ils étaient venus, depuis combien de temps ils étaient là, et où ils allaient. Cette histoire est particulièrement chargée de sens, je trouve, car elle fait écho à l'existence même de la jeune fille et du garçon dans leur univers. Ils ne semblent jamais s'interroger sur leurs origines, ni sur leur passé. Leurs gestes paraissent guidés par une force insondable, comme s'ils avaient oublié la raison même de leur acte, comme s'ils avaient oublié qu'ils avaient un jour lâché l'oiseau. Peut-être même que ces deux personnages, ainsi que le monde qui les entoure, n'existent seulement dans les souvenirs d'un des rescapés du déluge. Peut-être que finalement il n'existerait d'autre que la pluie dehors, qui s'abat inlassablement sur le sol. Mais ça, nos deux héros ne le sauront jamais, et se raccrochent alors à leurs croyances qui leur sont directement accessibles. L'œuf pour la fille, ainsi que le soleil mécanique pour le garçon. Il y a une scène frappante et mystérieuse dans le film que j'aime particulièrement, où l'on peut voir des statues de ce qui semble être des pêcheurs, chassés inlassablement des ombres de poissons. Cette scène d'apparence mystique peut déconcerter au premier abord. Pour ma part, je l'interprète dans la continuité du monologue du garçon. Les pêcheurs traquent quelque chose qui n'existe pas vraiment, qu'ils ne pourront jamais saisir, que leurs javelots n'atteindront pas, quel que soit le nombre de tentatives. Cette lutte peut rappeler la quête de l'oiseau, comme s'ils avaient oublié la raison de leur chasse, mais persistent indéfiniment jusqu'à perdre même l'image véritable de ce qu'ils désiraient, désormais réduits à de simples ombres. Les pêcheurs ne savent plus si leur objectif existe encore, tout comme le garçon ignore si l'oiseau a réellement existé. Au début et à la fin du film, on aperçoit des plumes emportées par le vent, comme si l'oiseau n'était qu'un mirage, ou peut-être un être ayant bel et bien vécu. La question demeure volontairement en suspens. Jamais le film ne nous le montrera clairement, pas même dans ces derniers instants. Il est à
noter que L'œuf de l'ange est sorti le 15 décembre 1985 sous format OAV. C'est-à-dire que le film est conçu et produit directement pour la vidéo, sans passer d'abord par le cinéma ou la télévision. Les avantages du format sont nombreux et divers. En effet, les OAV ne sont pas soumis à des grilles TV, ni à de la censure liée à des horaires stricts. Ainsi, Oshii a pu développer son univers, faisant fi de tout carcan structurel qui aurait pu freiner sa créativité. Le film sortira alors quand même au cinéma de manière limitée. Et que ce soit au Japon ou en Occident, les retours sont loin d'être dithyrambiques. Bien que L'œuf de l'ange ait été reçu par les professionnels du milieu comme une approche audacieuse et novatrice de la narration, cela a également valu à Oshii l'étiquette de réalisateur jugé nébuleux, trop intellectuel et adepte de films jugés inutilement complexes. Oshii a même exprimé que le film n'avait pas du tout marché commercialement parlant, qu'il avait été un obstacle à son retour au travail quelques années plus tard, comme si sa propre création l'avait condamné. Même si ce film commence de plus en plus à recevoir les égards qu'il aurait dû mériter dans l'esprit critique des fans de Japanimation et des spécialistes du cinéma, Oshii ne cache pas son ressenti décourageant sur L'œuf de l'ange, même 30 ans après l'avoir réalisé. Il affirme qu'après avoir réalisé ce film, personne ne lui a donné de travail pendant 3 longues années. Il ira même jusqu'à comparer L'œuf de l'ange à l'une de ses filles qu'il n'aurait jamais pu marier, tandis que Ghost in the Shell, qui rencontrera le succès dès sa sortie 10 ans plus tard, représenterait une autre fille qu'il ne pensait pas avoir mariée, mais qui y parvient finalement. Cette opposition entre succès immédiat et œuvre plus hermétique est également relevée par ses collègues. Miyazaki, grand patron du studio Ghibli, son ami de toujours, a ainsi déclaré qu'il appréciait l'effort de L'œuf de l'ange, mais que ce n'était pas quelque chose que les autres pourraient comprendre. Une remarque qui souligne à quel point Oshii conçoit ses créations comme des voyages introspectifs, parfois difficiles d'accès. Il a également ajouté qu'Oshii entreprenait souvent, à travers ses films, des voyages à sens unique, sans réfléchir à la manière d'en revenir, comme s'il reprochait à sa narration d'être trop opaque. Des liens scénaristiques qui n'aboutissent nulle part, sinon dans la réflexion que le spectateur doit mener lui-même pour recoller les morceaux. D'autres aussi ont rapporté que pendant une projection, un producteur se serait carrément endormi devant le film, ce qui reflète alors peut-être une œuvre un peu trop hermétique, trop difficile d'accès pour un public large. Je pense que la meilleure façon d'illustrer la différence entre la réalisation de Miyazaki et celle d'Oshii, c'est de dire que si les films de Miyazaki ont été tous vus au moins une fois par 100 personnes, les films de Oshii, eux, sont vus 100 fois par une seule et même personne. En effet, Oshii déclare que malgré l'admiration qu'il porte au travail de Miyazaki, leurs deux visions du cinéma diffèrent totalement. Il trouve que les films de Miyazaki sont parfois trop légers ou trop accessibles, qu'ils manquent de densité poétique ou de profondeur philosophique, marque de fabrique de ses propres films. Il dit aussi qu'il n'y a pas d'histoire claire et cohérente, une critique qui peut parfois être un compliment pour lui-même, qui valorise l'ambiguïté, l'image, la poésie plutôt que la narration explicite. Personnellement, j'apprécie autant ces deux visions du cinéma, car elles reposent sur des mécanismes narratifs distincts, chacun avec ses propres forces, capable de susciter des émotions intenses chez le spectateur. C'est, je pense, l'essentiel qu'il faut retenir. Je pense aussi qu'il serait dommage de se priver d'une de ces deux visions. Donc si vous avez jamais vu L'œuf de l'ange et que cette vidéo a suscité de l'intérêt chez vous, je vous invite grandement à y jeter un coup d'œil. Si vous êtes fan de Japanimation et que vous voulez découvrir tout ce médium qui est riche et varié, je peux vous assurer que ce film ne vous laissera pas indifférent, que vous aimiez ou pas. Du coup, les frères, on touche à la fin de cette vidéo. C'est la première fois que je m'essaye au format documentaire, où j'essaye de décortiquer la vie d'un des grands acteurs de la Japanimation pour mieux comprendre les œuvres qui ont découlé de son cerveau. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je continue avec un autre film ou un autre réel, vous avez carte blanche. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si tout ça vous a plu. Et sur ce les frères, prenez soin de vous.